Le ministère des Finances a publié cette semaine des chiffres montrant que les recettes sont bien plus importantes que prévu cette année. Pour la première fois depuis 2007, Israël a un excédent budgétaire annuel. Il s'élève à 5 milliards de shekels. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, qu'avez-vous trouvé dans la presse économique de cette semaine d'important ? Le premier sujet que vous avez apparemment relevé, eh bien, c'est pour la première fois depuis 2007, encore une bonne donnée économique, un excédent annuel pour le budget de l'État. Ceux qui suivent traditionnellement notre chronique ne seront pas étonnés du fait que la directrice du Trésor a annoncé cette semaine qu'ils ont réussi, c'est la première fois, comme vous le dites, depuis 2007, à avoir en un an un excédent budgétaire. Donc, la plupart des pays... Qu'est-ce que ça veut dire un excédent budgétaire dans le budget de l'État ? Les recettes de l'État sont supérieures aux dépenses de l'État en un an. Et ils sont supérieurs de 5 milliards de shekels. Ah. Et ça veut dire qu'Israël arrête de s'endetter. C'est vrai qu'il a maintenant des dettes accumulées du passé qui sont d'ailleurs de 1 trillion de shekels, mais ça veut rien dire du tout. En France, c'est 20 000 fois plus. Ouais. Et elle paye 40 milliards de shekels par an. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de 5 milliards ? Voilà, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est ça, justement, toujours. Alors, est-ce qu'on va les redonner aux plus nécessiteux ? Est-ce qu'on va rembourser la dette ? Voilà. C'est même plus que ça. Elle a dit que finalement, d'après les prévisions sur lesquelles ont été faits le budget, étaient trop pessimistes et d'après ce qu'elle voit maintenant, en 2022, on aura un excédent par rapport à ce qui était prévu de 50 milliards de shekels. On arrivera à 456 milliards de shekels de recettes, et ils n'avaient pas assez prévu optimiste. Je saurais quoi faire. 5 milliards de shekels en plus, on va les utiliser pour atténuer l'augmentation des prix. Peut-être, par exemple, les utiliser et déduire de TVA une partie des produits de base, et puis peut-être aussi réduire le prix de l'essence. Voilà, peut-être, qu'est-ce que vous en pensez ? Le prix de l'essence est fait. Ça va être fait en août, on en avait parlé il y a quelques semaines. Par contre, j'allais y venir justement, sûrement nos auditeurs ont entendu que l'électricité, le mois prochain, 9,6%. Va près de 10%. Il était prévu, si c'était vraiment la charge, c'était entre 14 et 20%. C'était dû en partie parce que l'électricité en Israël est encore un peu produite avec du charbon qui a énormément augmenté. Maintenant, effectivement, cette augmentation de près de 10% du prix de l'électricité a provoqué la colère des industriels. Parce qu'ils disent, nos coûts de production vont énormément augmenter à cause de l'augmentation de l'électricité. Et maintenant, d'un autre côté, on ne peut pas augmenter comme ça nos prix parce qu'il y a aussi un problème de limite de la demande. Et donc, ils ont peur que cette situation et cette brusque augmentation du prix de l'électricité entraîne pour certains même des risques de faillite. Et ils ont été très très durs par rapport à ça. Et effectivement, maintenant, ce qui se passe, c'est que pour répondre, il faut être clair. Pour répondre à votre question. Une question avant, c'est-à-dire comment on explique cet excédent ? Parce que, ça veut dire, dites-moi si je me trompe, mais ça veut dire que le gouvernement a obtenu beaucoup plus de recettes des contribuables israéliens. Ça veut dire qu'ils ont reçu beaucoup d'argent des impôts. Pourquoi finalement ne pas réduire un peu, ne pas bonifier aujourd'hui à partir du moment, c'est-à-dire on couperait horizontalement les impôts, on réduirait les charges des Israéliens, et cela peut-être atténuerait, et permettrait une hausse des prix d'être moins critiquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je voudrais illustrer d'ailleurs ce que vous venez de dire par un problème qui est souvent donné. L'histoire du chômage. Il y a beaucoup plus de gens qui travaillent en Israël que ce qu'ils avaient pensé qui travaillent. Et ça fait moins de dépenses, bien sûr, à payer en chômage et plus de recettes de l'État, puisqu'il y a des impôts qui sont payés à l'État sur les gens qui travaillent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On parle, par exemple, de la haute technologie. Et je vois beaucoup de titres, même dans la presse israélienne, disant les compagnies de haute technologie commencent de renvoyer leurs employés. Or, moi, ce que moi j'ai vu, le chiffre, c'est qu'il y a 60 000 demandes de la haute technologie en Israël, d'offres d'emploi qui n'ont pas eu de réponse. Et ceux qui licencient, c'est surtout des entreprises étrangères. Maintenant, pour revenir à votre question fondamentale,
qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, comme c'est un gouvernement de provisoire, comment on appelle ça, de transition, alors il est limité dans ce qu'il peut faire, dans les bonifications qu'il peut donner, parce que ça peut toujours être pris comme un cadeau électoral. Et donc le conseil juridique du gouvernement est très strict. Je peux vous assurer que dans les prochains mois, on va avoir des cadeaux électoraux de ce type-là. C'est-à-dire que je ne me fais pas d'illusions sur Avigdor Lieberman, il va nous couvrir de populisme, de mesures populistes pour essayer de se refaire une santé politique et électorale. Cette question lui a été posée à Lieberman, au chef du Trésor. Je l'ai entendu vraiment de première main. Pourquoi cet excédent, vous ne pouvez pas le distribuer? Et c'est la réponse qu'ils ont donnée. Nous sommes liés et vous ne verrez pas de cadeaux électoraux très importants qui seront donnés. Ils peuvent par-ci par-là un petit peu faire, mais ça sera pas les chiffres dont on vient parler ne pourront pas être donnés pour cette raison-là. Alors, ça, c'est le premier sujet. On aurait même envie de parler et de ne consacrer cette émission que là-dessus, parce que c'est tout de même un développement important. On va, par contre, essayer de voir un peu ce qui se passe sur le marché de l'immobilier. On en parle très régulièrement. Toujours une hausse des prix, mais là, on a le sentiment que quelque part, eh bien, du côté de la demande, eh bien, il y a une baisse de la demande et donc le marché se tasse un peu. Tout à fait. C'est encore une déclaration cette semaine des données qui a été donnée par les chefs du Trésor, la chef du Trésor. Elle dit 16% de baisse de demande de l'immobilier en Israël et 30% en un an sur des endroits comme Natania. Je dis c'est très important parce que j'entends souvent des Olim où des gens me demandaient ça va pas finir cette demande de l'immobilier et tout ça, et en vérité on voit. Ça veut dire qu'il y a une baisse de demande, c'est-à-dire il y a des chantiers qui stagnent. C'est la première fois d'ailleurs qu'elle a dit qu'il y a 60% dans les appartements neufs qui sont des appartements qui sont même pas commencés à construire, qui sont sur plan. Ça n'a jamais arrivé. Il y a malheureusement des très grands retards entre des appartements qui devraient être construits et le fait qu'ils sont construits. Même au début, ça veut dire que ça prend énormément de temps la bureaucratie israélienne pour arriver à avoir ce qu'on appelle les permis de construire, c'est en Israël, jusqu'à ce que ça soit terminé et jusqu'à ce qu'on ait les derniers Tofes Arba qu'on appelle pour pouvoir que les gens puissent y habiter. Et donc, ça, c'est le grand problème de l'allongement des constructions. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dû à deux choses. D'abord, il y a une imposition plus importante pour ceux qui achèteraient des appartements pour y investir en se disant ça va toujours monter, je vais le louer. Et donc on leur a dissuadé de faire ça en augmentant massivement l'impôt sur l'achat. Mais en plus, récemment, il y a un alourdissement des taux d'intérêt sur les mashkantaot. D'abord sur ceux qu'on payait avant, mais même sur ceux que maintenant les gens vont dans les banques, ils se rendent compte que c'est plus que ça a augmenté beaucoup par rapport à ce qu'ils avaient pensé ou par rapport à plusieurs mois. Et on le dit, la Banque d'Israël a dit, ce mois prochain, elle pense augmenter son taux de directeur au moins de 1/4%, certains parlent même de 1,5%. Et donc, ça fait refroidir les gens avant de se lancer dans des aventures sur 30 ans pour pouvoir acheter de l'immobilier. Et c'est important de le noter parce que je pense, et d'ailleurs c'est vrai dans beaucoup de pays, il y a eu un pic dans l'immobilier alors, donc, comment ça peut se traduire dans les prochains mois? Est-ce que ça veut dire, maintenant, il y a une baisse, mais qu'est-ce qui peut se provoquer, par exemple, un retour, on va dire, des investissements dans l'immobilier aujourd'hui? D'abord, pour revenir à la première question, à mon avis, ce sera le prochain gouvernement l'année prochaine qui devra massivement traiter ce projet en vraiment faisant une bonne politique de l'habitat. J'espère qu'une fois ça arrivera, des constructions massives, etc. Maintenant, ce qui peut, arriver, et ça, c'est pas moi qui dis, c'est la Banque d'Israël depuis un an. Elle a très peur que les gens ne puissent plus rembourser leur mashkanta parce que les salaires en Israël n'augmentent pas. Ah oui, mais on l'a remarqué, ça. Ils n'augmentent pas autant, en tout cas, que l'inflation, sûrement, et que les prix de l'immobilier et les remboursements de mashkantaot. Et donc, déjà, j'ai vu dans les journaux que la Banque d'Israël a donné des ordres aux banques que si quelqu'un dit « je peux pas payer », immédiatement, on lui fait un moratoire. Parce qu'ils veulent surtout pas que la panique et que les banques mashkantaot, les banques hypothécaires, se trouvent à gérer des prêts qui seront pas rendus. Ça fera une grande crise sociale en Israël. Je ne sais pas à quel point on est prêt, mais moi, je dis, c'est faux de dire, d'abord, comme toujours, c'est faux, et dans tous les endroits, c'est faux, et que maintenant, il y a le signe avant-coureur, c'est la baisse de la demande. Alors, on va maintenant évoquer un sujet dont j'ai entendu parler effectivement dans les journaux, les sites d'information et même dans les journaux télévisés.
il s'agit des consommateurs, en tout cas même des supermarchés, qui ne sont pas préparés à cette réforme de l'acheminement, ou en tout cas de la destruction des bouteilles, des bouteilles de plastique. On sait qu'aujourd'hui, bien, on va, pour essayer d'améliorer nos conditions d'environnement, eh bien, on doit se débarrasser des bouteilles de plastique. Et là, en fait, l'infrastructure n'est pas du tout au point. Juste un point, j'ai oublié de vous dire sur ce sujet, c'est que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, à cause de la nouvelle loi qui disait que maintenant les nouveaux appartements neufs ne seraient moins indexés au Madad Soumat Amnia, c'est-à-dire à l'indice de construction. Pour tous les appartements qui sont mishkaken, c'est-à-dire ou à loterie, etc., le ministère des Finances vient de dire, et de la Justice, que sans doute ça marchera pas. Ouais. Donc il faut faire très attention à là aussi. Pour revenir à votre sujet. Alors effectivement, on fait une loi, on dit on élargit, on va pas seulement rendre des petites bouteilles, on va remettre les bouteilles de 1 litre. Quand on fait la loi... Non, il faut expliquer, c'est-à-dire que désormais, les bouteilles de 1 litre, les bouteilles de plastique, elles valent 30 centimes, 30 agorotes, et on peut les rendre au supermarché, et le supermarché doit nous restituer les 30 agorotes. Oui, tout à fait. Et les épiceries aussi. Le problème, c'est que le supermarché, il n'est pas équipé pour. Tout à fait. C'est-à-dire, on a augmenté le nombre de bouteilles à rendre, mais il devait y avoir beaucoup plus d'appareils automatiques dans les supermarchés pour pouvoir, là-bas, le client directement mettrait sa bouteille et recevrait l'argent. Il n'y a eu que 10% d'appareils automatiques mis par rapport à ce qui était prévu. On a parlé de 3000, il n'y en a que 300 qui ont été mis pendant cette période. Et en plus, ils ont enlevé dans les villes, et surtout dans les petites villes, les poubelles qui servaient à ça. Ah bien, ouais. Et donc, c'est la nature qui a été plus punie à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Les petits commerces, les épiceries, dont je représente ici, j'aime bien représenter les petites gens, et je parle des petits... Eux, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent payer les 30 agourottes quand ils achètent la bouteille. Oui. Ils doivent rendre les 30 agourottes au client quand ils lui rendent la bouteille. Ouais. Mais eux, ils ne récupèrent pas. Ils ne récupèrent pas parce que les grandes boîtes disent non, on fait que si on a des milliers devant nous de bouteilles à rembourser. Et donc, c'est encore une fois... Qui est à l'origine de cette loi Le ministère de l'écologie. D'ailleurs, puisque on parle de... Et ça date de cette année? Oui, cette année, c'est un article qui a été fait. C'est pas Netanyahou, ça? Non, c'est cette année de l'élargissement par la ministre de l'écologie, Zenberg, la ministre de l'écologie qui a beaucoup bossé à ça. D'ailleurs, les journaux ont parlé cette semaine, puisque les chiffres ont été donnés aussi des importations. Un truc très bizarre. On importe en Israël moins de voitures, mais ce qu'on apporte de plus, c'est des machines à laver la vaisselle. Et ils se sont demandé si c'était pas lié au fait qu'il y a eu maintenant beaucoup plus d'impôts sur les ustensiles qu'on jette, et que les gens préfèrent maintenant, donc utilisent moins ça, et ils sont obligés de faire plus la vaisselle. Pour dire que des fois, il y a des comportements économiques qui sont dus, mais qui sont pas ceux qui sont obligatoirement attendus. Mais effectivement, de ça, il faut apprendre que lorsqu'on fait une loi, il faut d'abord, bien sûr, aller avec les professionnels et réfléchir au cadre de la loi pour qu'elle soit bien appliquée. Alors, une dernière question, il nous reste 1 minute, Daniel. On va parler de la chaîne d'optique Alperine, Optique Alperine, qui est une des plus grandes chaînes, en tout cas, en Israël, qui risque d'être condamnée pour d'une lourde amende pour un emploi de faux optométriste. Oui, tout à fait. Il faut d'abord noter que cette amende sera sans doute donnée par l'autorité qui défend les consommateurs. En Israël, il y a une autorité qui est chargée de défendre les consommateurs, une autorité gouvernementale, c'est bien de le dire. Elle a eu des plaintes de gens qui ont acheté des lunettes là-bas. Une dame, par exemple, elle a dit comme ça: j'ai acheté 3 lunettes qui valaient 12 000 shekels, les 3 ensemble. Maintenant, j'ai fait une première, une première inscription de ma vue chez quelqu'un. Il m'a dit prends ces lunettes-là. Et ça m'allait pas. Je suis revenu à la maison, et j'ai fait une deuxième, ça n'allait pas non plus. Quand je suis revenu à la maison, j'ai acheté une deuxième. Et seulement que la troisième, ça a marché. Elle a dit, un problème, on me fait mal l'examen. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que les optométristes qui étaient chargés de ça, il ne s'agit pas que d'un, il s'agit de beaucoup, n'avaient pas les diplômes et ne n'étaient pas d'optique Alperine, de l'optique Alperine. Et donc, elle va être, il y a une intention de lui donner une amende. Elle a quelques jours pour pouvoir dire quelles sont sa défense. Et...